Dans la vie, il y a des jeux qui sont tout mignons, et puis il y a des jeux d'enfoirés comme Clair Obscur Expédition 33, qui prennent un malin plaisir à traumatiser leurs joueurs. Et je parle pas juste de moments un petit peu tristes. Rien à foutre. Non, je parle de gros chocs sa race. Du genre, tuer le personnage principal par surprise à la fin du premier acte. Ah, j'ai mal au bide. Ou encore, annihiler la totalité des personnages du jeu en te révélant au passage que tout ce en quoi tu croyais depuis le début est faux. J'ai été tellement choqué que j'ai dû en faire une vidéo. Dépêche-toi! 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 La putain de sa race. Mais le plus grand traumatisme du jeu, pour moi, il est là. Alors ouais, vu comme ça fait pas très traumatisant. Et pourtant... La putain de sa race. Alors, je vous explique. En gros, depuis le début du jeu, on suit une trame prédéfinie. On est actif dans les combats et dans l'exploration, mais on reste spectateur de l'histoire, sur laquelle on n'a aucune influence. On n'est pas du tout comme dans un jeu à la The Witcher 3 par exemple, qui demande souvent à ses joueurs de choisir, et les met ensuite face aux conséquences de leur choix. Non, Malek. Et c'est ok, tous les jeux n'ont pas besoin d'avoir une histoire à embranchement, heureusement. Mais à la toute fin de Clair Obscur, après avoir vaincu l'antagoniste final, au moment où, en théorie, on devrait avoir droit à une fin heureuse, on est mis face à une situation dramatique. Maël et Verso, deux personnages qu'on a suivis pendant des dizaines d'heures, entrent en désaccord sur le sort du tableau, et ils vont s'affronter. Et là, pour la toute première fois depuis le début du jeu, on doit faire un choix. À ce moment-là, on comprend donc que ce jeu aura deux fins bien différentes, et que c'est cet unique choix qui déterminera laquelle on obtiendra. Oh là là, bon. Évidemment, la grande question que tout le monde se pose à ce moment-là, c'est qui entre Maël et Verso a vraiment raison? Lequel mène à la bonne fin et lequel mène à la mauvaise? Le truc, c'est que même après avoir choisi et terminé le jeu, la réponse n'est pas très claire. Elle est même plutôt obscure. Chaque fin a ses partisans, et ils la défendent avec une passion certaine. Ouah, le long pavé que je vais pas lire, le pavelard. Et bah dans cette vidéo, je vous propose qu'on tranche. On va analyser et comparer les deux épilogues et leurs implications, mais aussi regarder s'il n'y a pas des indices cachés à droite à gauche dans le jeu, ou même dans les interviews de ses créateurs, qui pourraient nous permettre de déterminer quelle fin est vraiment la meilleure, et quel est le véritable message du jeu. Alors avant de parler des fins directement, il faut d'abord que je les remette dans leur contexte. Donc, un peu de contexte. Après que tous les habitants de Lumière aient été gommés par Renoir, Ouais, mon Renoir. on retrouve Maël, ou plutôt Alicia. et Verso, qui ont tous les deux survécu. En fait, je préfère Maël. Je crois que moi aussi. Mais je ne suis pas vraiment Verso, et tu n'es pas vraiment Maël. Tu n'es pas Verso, non. Tu lui ressembles et tu parles comme lui. Mais tu es toi. Moi, je suis Maël, par contre. Vous avez vu ce petit mouvement de recul? C'est parce que Verso commence à comprendre que Maël veut rester dans le tableau, et ça lui plaît pas du tout. Mais ça tu aimes. Enfin, notre mère. De rester si longtemps dans ce monde créé de toutes pièces. Avec sa famille imaginaire. Elle n'est pas imaginaire. Ce n'est pas... Tu ne l'es pas. Pour moi. Tiens, c'est marrant ça, ils ont l'air d'avoir deux points de vue complètement opposés. Enfin bon, c'est sûrement un désaccord sans importance. Bref, maintenant que sa mère est sortie du tableau et que celui-ci a été caché, Maël pense que son père l'aidera à faire revenir les habitants de Lumière. Verso, lui, est plutôt sceptique. A raison. Tu peux pas détruire tout ce qu'il nous reste de lui. C'est chez moi maintenant. Tu peux pas venir... Chez toi. Et c'est là que Maël révèle pour la première fois son intention de rester dans le tableau. Tu sais bien qu'il ne reste plus rien de ma vie là-dehors. Alicia, tu mourras. Sans surprise, Renoir est moyennement partant. Et du coup, c'est la merde. Heureusement, grâce à Esquier, le GOAT, nos personnages s'échappent de justesse. Mais juste avant de partir, Maël a le temps de récupérer de la chroma, les pétales là, qui est en fait celle qui composait les corps de Lune et Ciel. Et une fois en sécurité au camp, Maël essaye de les reconstituer. Pourquoi j'y arrive pas? Rappelle-toi d'elle. La peinture n'est pas une question de ressemblance.
mais d'essence. Ok. Et là, je crois que c'est l'heure des règlements de compte. Espèce de putain de lâche! Tu nous as trahis! Non, c'est pas moi, j'ai un alibi, j'étais au cinéma. Il se trouve que Verso, c'est même un encore plus gros bâtard que ce qu'on pensait, parce qu'on apprend qu'il a fait exprès de laisser mourir Gustave. J'avais peur que si tu apprenais pour le tableau et que Gustave était encore là, tu refuserais de m'aider à renvoyer maman à la maison. Alors, tu l'as laissé mourir. Non, c'est pas moi. Merci. De m'avoir dit la vérité. Non. Et là, normalement, cette réaction de Maël, elle doit vous faire tiquer. Parce que la Maël d'avant le gommage, qui considérait Gustave comme son père et son frère, eh ben, elle lui aurait explosé sa race à ce Putain de lâche! Donc cette personne, qui prétend être Maël, est en fait assez éloignée de la Maël qu'on a connue dans les 2 premiers actes. Pour Gustave. C'est quelqu'un d'autre, probablement un mélange des personnalités de Maël et d'Alicia Descendre. D'ailleurs, on pourrait carrément l'appeler Maëlicia. Mais bon, c'est compliqué à dire. Du coup, on va quand même continuer à l'appeler Maël. Bref, là c'est le moment où on peut enfin explorer toute la carte du monde, en volant sur le dos d'Esquier, le GOAT. À ce moment-là, on peut explorer plein de nouvelles zones et faire tout un tas de quêtes secondaires, comme par exemple celle où on va rendre visite à la Alicia Peinte, la véritable petite sœur de Verso. Cette Alicia souhaite disparaître, et Maël va accéder à sa requête. Le truc, c'est qu'elle l'efface très rapidement, sans même laisser à Verso le temps de lui dire au revoir ou de la convaincre de changer d'avis. C'est un énorme manque d'empathie de la part de Maël, et elle nous avait pas habitués à ça. Bizarre quand même. Aucune émotion, pétasse. Après quelques péripéties plus ou moins traumatisantes, on retourne à Lumière pour One Shot Renoir. Et pendant le combat final, Aline, la peintresse, débarque pour nous donner un coup de main. Et son retour semble bouleverser notre ami Verso. Oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant. Après avoir été vaincu, Renoir nous explique que l'abus de peinture est très mauvais pour la santé, les enfants. Et finalement, Maël lui promet qu'elle restera dans le tableau seulement quelques temps, le temps pour elle de faire son deuil. Prenez soin. Renoir disparaît, et puis... Pardonnez-moi. Verso débarque dans une espèce d'entre-deux-mondes, et là il tombe sur le fragment d'âme du Verso originel, qui peint le tableau en continu, permettant à celui-ci d'exister. Tu es fatigué de peindre. Pas vrai? Oui, moi aussi. Pourquoi tu y es entré? C'est dangereux pour toi ici. Tu as menti. À ton père. Tu vas mourir ici. Pourquoi ne pas t'en aller? Tu peux toujours revenir. Parce qu'à la seconde où je pars, papa effacera cette toile. Ta vie vaut plus que ça. Mais quelle vie? Une vie seule, enfermée dans une coquille vide, bâillonnée et sans avenir. Tu es Maël. Où que tu sois. Tu n'as pas besoin de cette toile. Mais tout ce que je veux est ici. Ici, j'ai une chance de vivre Verso. En dehors, je ne fais qu'exister. Il est temps d'arrêter de peindre. Verso! Et on en arrive enfin à la confrontation finale. 2 visions qui s'opposent. Maël veut rester vivre dans ce tableau, à la fois pour en protéger ses habitants, mais aussi parce qu'elle veut y vivre. Verso, lui, veut détruire le tableau pour empêcher sa mère et sa sœur d'y perdre la vie, pour que la famille Descendre puisse aller de l'avant, et pour que lui puisse enfin trouver la paix. Alors qu'est-ce qu'on choisit? Bon, évidemment, pour les besoins de l'analyse, on va regarder ce qu'il se passe dans chacune des 2 fins. Et comme il faut bien commencer quelque part, je vous propose qu'on commence par celle de Maël. Une pluie de flammes! Please, stop him from painting. Please, unpaint me. Unpaint me. I don't want this life. Stop saying I that. don't want this life. I don't want this life. I just wanted to live this lifetime together. This lifetime that was stolen from us.
Please. I don't want this life. Help me. Help me. Bon là, on est dans une situation impossible. Verso veut vraiment mourir, et Maël veut vraiment vivre avec lui. Donc a priori, il n'y a pas de solution. À moins que... Ok, ça reprend à Lumière, à l'Opéra de Lumière plus précisément. On retrouve Esquier et Monoko, Maël bien sûr, avec un petit garçon, mais aussi Lune, Ciel et son mari, et puis les très attendus Gustave et Sophie. Donc Maël a vraiment atteint son objectif, elle a réussi à faire revenir tout le monde. Bon bah tout est bien qui finit bien alors, c'est un pur happy ending. Mais au fait, pourquoi on est à l'Opéra déjà ? Ok, donc Maël n'a pas laissé mourir Verso, mais elle l'a laissé vieillir par contre. Bon, ça a pas l'air d'avoir suffi à Verso, vu comment il respire pas la joie. Et c'est moi ou l'atmosphère est un peu pesante ? Alors, comment dire ? C'est quoi cette fin horrible ? La putain de sa race. Bon, faut qu'on revoie tout ça un peu plus en détail. Déjà, l'épilogue commence par les mêmes plans que le début du jeu, avec la même musique, comme pour marquer l'idée qu'il n'y a pas eu de progression, mais plutôt une stagnation. Et on va pas se mentir, c'est rarement quelque chose de positif, en narration comme dans la vraie vie d'ailleurs. Alors le gamin qui accompagne Maël, il y a plusieurs théories sur son identité, avec certaines qui sont plus crédibles que d'autres. Ma théorie perso, c'est que ce gamin, c'est un nouveau Verso, peint par Maël. Comme ça, quand celui-là sera mort de vieillesse, il y aura quand même toujours un Verso dans sa vie. Ouais, c'est un peu glauque, ouais. Mais je trouve que l'idée matche bien avec le côté boucle sans fin de l'épilogue, et avec le fait que Maël se pense incapable de vivre sans Verso. Ensuite, revoir Gustave c'est sympa, mais c'est pas vraiment satisfaisant. Ça a un côté un peu creux, comme si son retour était pas vraiment mérité, comme si ça enlevait l'impact énorme qu'avait eu sa mort et son deuil. Quand Verso apparaît, le format passe en 4/3 et l'image en noir et blanc, exactement comme dans les scènes intitulées « Cauchemar de Maël ». Donc ça veut dire que ce que vit Verso, pour lui, c'est un cauchemar. Il essaye de résister, et c'est Maël, grâce à ses pouvoirs de peintresse, qui le force à jouer du piano. D'ailleurs, ce son discordant, c'est un accord de piano, comme s'il voulait dire... Donc Maël, dans le tableau, est comme une déesse toute puissante, qui est prête à contraindre la volonté des autres pour obtenir ce qu'elle veut. Elle façonne la réalité selon ses désirs. Maybe when this is over, we can fix up the opera house and you can perform for us. It would be my pleasure. I want my first concert to be yours. Guess I'd better start practicing. Malheureusement, Maël est devenue trop puissante pour son propre bien et celui des autres. Mais le pire, c'est que Maël a créé une société qui ne connaît pas le deuil, qui ne connaît pas la mort. Parce qu'elle a pas seulement ramené les gens qui s'étaient fait gommer ou qui étaient morts durant les expéditions. Elle a aussi ramené le mari de Ciel, qui était mort dans un accident. Donc c'est quoi la limite ? Dès que quelqu'un demandera à Maël de ramener un proche à la vie, elle le fera ? Est-ce que les gens du tableau vont quand même continuer à mourir de vieillesse ? Ou bien est-ce qu'ils vont tous devenir immortels ? Et du coup, ça pose une question. Est-ce que la vie a la même valeur si on refuse d'accepter la mort ? Non ? Et donc dans cette fin, le thème du deuil, qui est quand même le thème principal du jeu, il est balayé. Maël a préféré se noyer dans une illusion pour ne pas avoir à affronter la terrible réalité. Et pendant qu'on est coincé dans la stagnation, le fragment d'âme du petit Verso est toujours forcé de peindre, dans une sorte d'esclavage éternel. Et la famille des cendres reste brisée. Alors on peut se dire, oui, mais au moins les habitants de Lumière sont sauvés. Et c'est vrai. Mais déjà, quelle valeur a leur vie, à ces êtres qui vivent Dans ce monde créé de toutes pièces,
Et puis ils sont sauvés, mais pour combien de temps? Il y a probablement un membre de la famille Descendre qui reviendra pour faire sortir Maël du tableau. Et comme Maël ne se laissera pas faire, ça provoquera une nouvelle fracture, et le monde deviendra à nouveau un champ de bataille. Donc voilà, maintenant on peut comprendre pourquoi cette fin est montrée de façon aussi négative. Elle a trop de problèmes. Maintenant, voyons voir ce que ça donne quand on choisit Verseau. Verseau, arrête! Tu ne peux pas décider ça pour tout le... Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Avec la victoire de Verseau, Maël est expulsé du tableau. Tableau qui va disparaître, avec tous ses habitants. Et s'il y en a qui le prennent bien... Mes amis, vous me manquerez. C'est pas le cas de tout le monde. Ouais, ça doit faire moyen plaisir d'être trahi pour la 15e fois d'affilée. Et comme le fragment d'âme du petit Verseau arrête de peindre, le tableau disparaît. Et avec lui... Verseau. Bon, déjà le titre il fait plus envie. Sous un beau ciel étoilé, on retrouve la famille Descendre, devant la tombe du Verseau originel. Renoir et Aline semblent s'être réconciliés et avoir accepté la mort de leur fils. Alicia voit ses amis du tableau, qui lui lancent un au revoir, en même temps qu'ils disparaissent. Enfin, pas vraiment. Gustave lui fait plutôt signe de les rejoindre, et Maël fait la gueule. Bon, la situation n'est pas parfaite, on sent que tout n'est pas encore réglé dans cette famille, mais globalement, l'ambiance s'est apaisée. Et surtout, le deuil, qui était à l'origine de tous les problèmes, est enfin surmonté. Alors oui, c'est loin d'être un happy ending, il y a eu de lourds sacrifices, mais ils étaient nécessaires pour pouvoir aller de l'avant. Donc ce qui ressort du visionnage de ces deux fins, c'est qu'il y en a une qui est quand même plutôt positive et une plutôt négative. On a une nette opposition entre une illusion réconfortante mais malsaine et un réel douloureux mais nécessaire. La stagnation contre l'évolution. Et c'est encore plus limpide quand on écoute les musiques qui accompagnent chaque fin. Au lendemain, non écrit, sous les étoiles, où tout commence, rien ne finit. Et donc ce dilemme final, on dirait bien que c'était un test. Il nous demandait si nous aussi, on était prêts à sortir du tableau, sortir du jeu, et faire notre deuil de son monde et de ses personnages. Si on choisit Maël, ça veut dire qu'on n'était pas prêt, et donc le jeu nous signifie notre échec en nous offrant cette fin cauchemardesque. Et inversement, si on choisit Verseau, le jeu nous récompense avec une fin plus lumineuse. Il y a donc une fin... Oui ! Et une fin claire et une fin obscure. Objectivement, la fin de Verseau est la bonne, et la fin de Maël est la mauvaise. Donc voilà, ça y est, on a terminé l'analyse. Est-ce que... c'est réel? Non, Comment ça, mon Renoir? tu ne peux pas encore comprendre. Bon bah, ok. Mais du coup, on doit interpréter ça comment? Je comprends que tu te sentes perdu. Eh, tu veux pas plutôt nous donner un indice, espèce d'enfoiré? Ok. Non, on va parler de la fin. T'allais commencer à dire un truc? Ah, j'ai dit qu'en préambule, moi je ne donnerai jamais l'interprétation de notre œuvre. Ce mec mystérieux, c'est Guillaume Broche, le PDG et directeur créatif de Soundfall Interactive, le studio qui a développé Clair Obscur. Ce jour-là, il était invité avec un de ses collègues On n'est pas d'accord. dans l'émission Les Termes du Joueur du Grenier. Lâche. Et Guillaume Broche, c'est un peu le papa de Clair Obscur. Il est pas juste à l'initiative du projet, il a aussi coécrit le jeu avec Jennifer Svedbergian. Et donc, même s'il affirme qu'il ne nous donnera Jamais l'interprétation de notre œuvre. eh ben il donne quand même beaucoup de pistes pour mieux en comprendre les messages. Surtout que là, le sujet de la conversation, c'est la différence de traitement entre les deux fins. Et la fin Maël est clairement montrée, je trouve, dans la réal de la Le fin. je trouve est très important, effectivement. Je trouve que c'est clairement, je trouve que c'est vraiment montré comme étant une forme de mauvaise fin. Je trouve que la réal montre la fin de Verseau de manière vachement plus positive. Le jeu essaye vraiment de te montrer que la fin de Verseau, c'est la bonne fin. Vraiment, tu le sens
Ne lâche pas les yeux comme ça. Je ne communiquerai que par regard. Donc, Pour moi, la fin Maël, c'est, je trouve, une fin qui s'apparenterait à meilleure, mais ça m'a vexé que le jeu me fasse « Mais non, espèce de con, c'est l'autre fin qu'il fallait prendre. » Tu vois, je l'ai ressenti comme ça. Voilà. Bah, merci pour ton ressenti. Ce qui est vachement intéressant dans cet extrait, c'est les réactions de Guillaume Broche. Parce qu'il a pas l'air spécialement d'accord avec ce que dit le joueur du grenier. Pour lui, le côté négatif de la fin de Maël, c'est juste une interprétation. Pourtant, on n'est pas fou, on a tous vu la même chose. D'un point de vue cinématographique, la fin de Maël, c'est presque un film d'horreur. Coucou. Alors que celle de Verso, elle a plutôt les codes d'un happy ending. Alors pourquoi Monsieur Broche fait comme si on avait tous eu une hallucination collective? Pourquoi avoir choisi de rendre la fin de Maël si sombre, si c'est pas pour nous signifier que c'est la mauvaise fin? Qu'est-ce qu'on est censé comprendre alors? Est-ce qu'il veut nous dire que, en fait, l'aspect cinématographique des fins ne doit pas être interprété de cette façon-là? Mais dans ce cas, ça veut dire que mon analyse, elle est un peu à côté de la plaque. Désolé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est passé à côté de quelque chose. Et donc, ce qu'on va faire, c'est creuser. On va tout creuser. Les personnages, l'univers, les thèmes. Et cette fois, on se laissera pas influencer par la façon dont l'épilogue est réalisé. Non, cette fois, on va faire un truc qui est pas facile. On va essayer de réfléchir par nous-mêmes. C'est compliqué. Et une fois qu'on aura bien réfléchi à toutes les implications possibles, on pourra confirmer ou non ce que semblait nous dire la réal des épilogues, à savoir bonne fin et mauvaise fin. Pour commencer, parlons de Maël. Maël qui choisit de rester dans le tableau, on peut voir ça comme la fuite d'une enfant, qui refuse d'accepter la mort de son frère et son invalidité, qui choisit une illusion confortable pour fuir une réalité trop douloureuse. Et oui, il y a un peu de ça, mais pas seulement. Déjà, Maël a vécu la même durée en dehors du tableau qu'à l'intérieur du tableau. Donc de son point de vue, elle appartient autant à ces deux réalités. Je me rappelle de deux enfances distinctes. Au nom de quoi elle devrait accepter de sacrifier une de ses familles au profit de l'autre. Ma famille, c'est vous maintenant. Et puis surtout, est-ce que sortir Maël du tableau, c'est vraiment une bonne chose pour elle? Alors oui, c'est important d'apprendre à gérer le deuil, tout ça. Mais le problème de Maël, il va beaucoup plus loin que le deuil ou la perte de sa voix. Ce qui détruit Maël, ce qui l'a transformé en fantôme, c'est pas que son frère soit mort, c'est qu'il soit mort à cause d'elle. Maël se traîne une culpabilité insupportable. Verso est mort à cause de moi. Comment voulais-tu que je retrouve la joie? Et est-ce qu'elle est vraiment capable de vivre avec un fardeau pareil? C'est pas sûr. J'ai pas pu. Et donc, peut-être que rester dans le tableau de Verso, c'est pas un caprice, c'est une nécessité. Parce que oui, comme dit Verso... Tu possèdes ce fabuleux pouvoir de peindre. Tu n'auras jamais amené une vie qui ne te plaît pas. Maël pourrait peindre d'autres tableaux, elle n'est pas obligée de rester dans celui-là. Sauf que la particularité de ce tableau, c'est qu'il y a Verso à l'intérieur, une copie parfaite de son frère. Et donc, c'est seulement dans ce tableau que Maël peut vivre en quelque sorte avec son frère, et oublier ses erreurs, oublier sa culpabilité. C'est pour ça qu'elle ne l'efface pas, malgré ses supplications déchirantes. Unpaint me. C'est juste parce qu'elle a besoin de lui pour vivre. En tout cas, c'est ce qu'elle pense. C'est aussi pour ça qu'elle a effacé si rapidement la Alicia peinte. Inconsciemment ou pas, elle voulait être la seule petite sœur de Verso, pour recréer la relation qu'elle avait avec son frère. Donc, avec tout ça en tête, forcer Maël à sortir du tableau, c'est pas forcément incroyable. Détruire le tableau ne nous aidera pas à avancer. Ça nous privera du seul endroit où nous nous sentions bien. Surtout que la façon dont Verso expulse Maël du tableau, c'est ultra violent. Il la force à affronter une réalité qu'elle n'est pas prête à affronter. Alors peut-être qu'avec le soutien de sa famille, elle se relèvera, et tout ira mieux. Mais quand je vois la façon dont elle est tout le temps isolée dans le cadre, comme coupée de sa famille, j'ai plutôt l'impression que c'est mal barré. Ils sont au même endroit, mais elle n'est plus vraiment avec eux. Ils sont comme séparés à tout jamais par la mort de Verso. Et dans le dernier plan, elle est carrément toute seule, et littéralement à moitié sur la tombe, comme si elle était à moitié morte. Très positif. Évidemment, se noyer dans le tableau, c'est pas l'idéal, mais pour Maël, c'est peut-être le moins pire. Parfois, certaines situations sont tellement terribles qu'elles n'ont pas de solution idéale. J'ai déjà tant perdu. Ok, maintenant faut qu'on reparle de Verso. Verso veut mourir et sauver sa famille. Ok, il a le droit. Mais Verso est un être peint, comme Lune, Ciel ou Gustave. Alors pourquoi les désirs de Verso auraient plus de valeur que ceux des habitants de Lumière? Eux aussi, ils ont le droit d'exister. Pas vrai, Verso? We deserve to live. All of us. We deserve to exist.
Ce que vous venez d'entendre, c'est le journal de Verso, plutôt bien caché sur la carte du monde. Et ce qu'il nous apprend, c'est qu'il y a bien longtemps, Verso lui-même se battait pour la survie des habitants du tableau. Si on veut sauver notre famille, notre monde, tous nos proches, on ne peut pas prendre le moindre risque. Donc finir par les condamner au néant, en leur enlevant même toute possibilité de négocier, moralement, c'est pas très jojo. C'est même plutôt hypocrite. On est tous des hypocrites. Bon, au moins, cette fois, il est honnête. La fin de Maël nous dit clairement que ce que vit Verso, c'est un cauchemar. Sur ça, il n'y a aucun doute. Mais cette fin est un cauchemar seulement pour lui. Le format d'image, il change seulement à partir du moment où on prend son point de vue. Pour les habitants de Lumière, cette fin n'est pas du tout un cauchemar. Ils ont même l'air plutôt heureux. D'ailleurs, de tout le jeu, c'est sûrement le moment où ils ont l'air le plus heureux. Bon, en même temps, vu les autres scènes, c'est pas très compliqué, j'avoue. Alors oui, comme l'épilogue de Maël se termine sur le point de vue de Verso, ça nous donne l'impression que l'épilogue entier est horrible. Mais si on prend un peu de recul, objectivement, cet épilogue est un cauchemar pour une seule personne. Enfin, peut-être deux. Alors, on est parti du principe que, comme le fragment d'âme du petit Verso en a marre de peindre et que dans la fin de Maël, il continue à peindre, alors cette fin-là était horrible pour lui. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Alors oui, il est fatigué de peindre, ça c'est une certitude. Mais à plusieurs reprises dans le jeu, on a l'occasion de discuter directement avec lui. Et ce qui ressort de ces dialogues, c'est surtout que le petit Verso est très partagé, très indécis. Parce que le petit Verso, il aime sincèrement son tableau, et les gens qui le peuplent. Il veut les protéger. Et en même temps, il aime sa famille. Il sait que ce tableau leur fait du mal, et donc qu'il faut mettre fin à tout ça. Il y a plusieurs choses importantes pour le petit Verso, et elles rentrent en opposition. Donc oui, le petit Verso est très fatigué, mais pas tant de peindre. Il est surtout fatigué par toutes les horreurs qu'il se passe dans son tableau. Ce tableau, pour lui, c'était pas un travail artistique, c'était un terrain de jeu. Alors le voir être devenu un champ de bataille, littéralement, ça lui fait du mal. Parce que, dans le fond, ça reste un petit garçon sensible, qui est par exemple terrifié par une des créations de sa sœur, au point d'en perdre le sommeil. C'est vrai qu'il est terrifiant ce truc. Mais la musique est incroyable. Donc la fin de Maël, où le tableau a retrouvé la paix, elle est pas si terrible que ça pour le petit Verso. Surtout que, comme souvent, dans Clair-Obscur, il peut y avoir plusieurs niveaux de lecture. Et on peut analyser la situation du petit Verso d'une toute autre façon, sous l'angle de la question, à qui appartient vraiment une œuvre d'art ? Est-ce qu'elle appartient à son créateur, qui y a mis métaphoriquement une partie de son âme, et donc qui pourrait en faire ce qu'il veut, même la supprimer ? Ou bien l'œuvre appartient à ceux qui l'expérimentent, le public, les habitants du tableau. C'est le genre de question qui s'est posée quand George Lucas a modifié les premiers Star Wars et a voulu faire disparaître les anciennes versions. Évidemment, les fans ont râlé, parce qu'on leur a enlevé leur Star Wars, celui qu'ils ont découvert et aimé. Au final, quand un spectateur se projette dans l'œuvre créée par un autre, est-ce qu'il y met pas lui aussi une partie de son âme? Est-ce qu'un des grands messages du jeu, c'est pas justement qu'une œuvre échappe forcément à son créateur, et que tout le monde peut se l'approprier ? Genre le tableau de Verso, absolument tout le monde se l'approprie. Et de la même manière, les joueurs s'approprient Clair-Obscur, de plein de façons différentes. Et c'est trop cool. Du coup, quand on analyse la situation du petit Verso sous cet angle-là, prendre le parti de Maël, c'est pas du tout déconnant. Bon, là où la fin de Verso est incontestablement supérieure à celle de Maël, c'est sur le thème du deuil. Cependant... J'ai aussi compris les messages sur le deuil, sur machin, etc. Et j'ai compris que c'est aussi... Il n'y a pas que ça. Et oui, même si le thème du deuil prend beaucoup de place dans Clair-Obscur, il n'y a pas que ça. Le jeu parle aussi d'affronter la fatalité, de toujours garder espoir, du rapport de l'homme à son créateur, du créateur à ses créations, du pouvoir corrupteur, etc. Alors le deuil est toujours présent, c'est sûr. Mais pendant tout le premier acte, Gustave, il passait pas son temps à pleurer Sophie. Sa motivation principale, c'était pas de la venger, c'était d'offrir un monde meilleur aux générations futures. C'est d'ailleurs pour ça qu'il tenait un journal pour ses apprentis. Ça aussi, c'est un thème important du jeu. Pour ceux qui suivront. D'accord. Quand Gustave dit ça, il parle des générations futures de Lumière. Et en l'occurrence, ces générations futures, dans la fin de Verso, elles ont été annihilées. Alors que dans celle de Maël, elles sont là. Un autre thème important dans le jeu, c'est le fameux « Demain viendra ». Et celui-là, on peut l'interpréter de plusieurs façons. On peut se dire qu'avec la fin de Verso, il n'y a plus de demain pour Lumière, vu qu'il n'y a plus de lumière.
Alors qu'avec la fin de Maël, Lumière est toujours là. Mais on peut aussi se dire que dans cette fin où tout stagne, le temps est comme arrêté. Et quand le temps est arrêté, demain ne vient plus vraiment. Alors que dans la fin de Verso, on est tourné vers le futur. C'est même dans le titre de la musique. En tout cas, quand on prend en compte l'ensemble des thématiques, la fin de Maël est pas si horrible que ça en fait. Et la fin de Verso n'est pas si irréprochable. Surtout que... Gustave, tu es réel? Le dernier point sur lequel il faut qu'on revienne, le plus important de tous, c'est la question de la réalité. Au début de la vidéo, on est parti du principe qu'il y avait le monde réel et le monde d'illusion. Mais est-ce que c'est vraiment pertinent ? Parce que oui, pour les descendre, le tableau est un monde d'illusion par rapport à leur réalité. Leur réalité qui n'est peut-être pas si réelle que ça d'ailleurs. On en reparlera. Mais pour les gens du tableau, ce monde, c'est leur réalité. Une réalité qui, pour eux, est réelle. Ouais, logique. Comme la nôtre l'est pour nous. Et donc, évidemment, eux-mêmes se considèrent comme réels. Pas une seule fois, ils vont le remettre en question. Mais du coup, comment nous, joueurs, on doit les considérer ? Irréels ou réels ? Intelligence artificielle ou âme et libre arbitre ? C'est quand même une question hyper importante, qui change toute la perception qu'on peut avoir du jeu et de ses fins. Et c'est une question à laquelle le jeu ne répond pas. En tout cas, pas directement. Du coup, c'est aux joueurs de faire leur interprétation. Et personnellement, j'avoue partager pas mal celle du joueur du grenier. Je trouve que ce monde est largement assez vivant et qu'on te le prouve en long, en large et en travers, que tous ces gens-là vivent des choses, des émotions, grandissent, naissent, meurent, se marient, ont des enfants. Au moment où on te dit « Ah, mais en fait, ce monde-là n'est pas réel et vous êtes des créations », moi, j'étais en mode, oui, certes, mais maintenant, ces créations, elles existent. Un exemple qui illustre très bien ça, c'est François. Esquier, arrête d'envoyer des brigands chez moi! François, ou Franfran pour les intimes, a été peint par Cléa, et il est sacrément aigri. Et vous dégagez de ma pelouse! Mais plus tard dans le jeu, on apprend qu'il a pas toujours été comme ça. En fait, s'il est aussi aigri, c'est parce qu'il est triste. Parce que Cléa, qui est sa meilleure amie, n'est pas venue le voir depuis des siècles. Et quand on lui amène une petite statue à l'effigie de lui et Cléa, il a cette réaction. Ça m'étonnerait beaucoup que Cléa l'ait peint ou programmé pour qu'il soit comme ça. Ça ressemble plutôt à la réaction normale d'un être qui a des sentiments. Et c'est la même chose avec Esquier, que le petit Verso a peint à l'effigie de son doudou. Logiquement, Esquier devrait être programmé pour être tout le temps joyeux, tout le temps un soutien, comme un doudou quoi. Mais en fait, il alterne entre différents états émotionnels, pas comme un doudou quoi. Et puis, il y a aussi les névrons blancs. Des névrons que Cléa considère comme ratés, parce qu'ils ne remplissent pas la mission qu'elle leur a fixée. Mais en fait, c'est pas qu'ils sont ratés, c'est qu'ils ont développé une conscience propre. Et du coup, ils remettent en question le rôle qu'ils sont censés tenir. Genre lui, là, il est censé aimer se battre, comme tous les siens. Mais il en a pas envie, ça lui ressemble pas. Et comme il y a un décalage entre ce qu'il est et ce qu'il est censé être, eh ben il est en pleine crise existentielle. Même celle à qui Cléa a confié la mission d'éliminer les névrons blancs, ces créations imparfaites, finalement, elle les a pas éliminés, parce qu'elle a eu pitié d'eux. Donc on est à des kilomètres d'une IA qui obéirait bêtement aux ordres de son programmeur. À mon avis, si les névrons blancs ont été mis dans le jeu, c'est justement pour nous faire comprendre que les créations sont capables de développer une identité propre, qu'elles ne sont pas seulement les marionnettes de leur créateur. Et si même des névrons sont capables de développer un libre arbitre, alors imaginez 2 secondes ce qu'il en est pour les habitants de Lumière, qui sont peints pour ressembler à de vrais humains. Et d'ailleurs, il y a une scène qui prouve très clairement qu'ils ont un libre arbitre. Une scène qu'on a déjà vue. Si Verso n'avait pas de libre arbitre, il serait arrivé sur scène en souriant, et aurait joué du piano avec plaisir, parce que c'est ce que veut Maël. En d'autres termes, si Maël est capable de nullifier son libre arbitre, c'est bien parce qu'à la base, il en a un. Alors peut-être que vous n'êtes pas encore convaincu, et que pour vous, les êtres du tableau, c'est comme de l'intelligence artificielle très développée. Mais et s'il y avait un moyen de vraiment prouver l'inverse ? Il n'y a pas de débat sur « êtes-vous réel ?» en fait, tu vois. Or, je trouve... Je peux dire un truc. C'est juste qu'il y a beaucoup qui est dit dans le sous-texte, dans la façon dont les personnages s'adressent aux autres. Ouais. Et il y a aussi beaucoup de trucs qui sont cachés dans les dialogues des niveaux annexes, qui expliquent la relation des peintres vis-à-vis de leurs œuvres. L'esprit de Verso qu'on retrouve à plusieurs endroits dans le jeu, qui donne beaucoup d'indices, notamment la relation de l'artiste à son œuvre. Ok, donc si on va avoir la réponse finale, il faut qu'on aille voir ce que raconte le petit Verso dans les niveaux annexes. Et allons voir ça. Dans cette zone, le fragment d'âme du jeune Verso semble être horrifié par ce que font subir les névrons aux humains, et il veut que ça s'arrête.
Il a donc de l'empathie pour ces humains, qu'il ne connaît pas et n'a pas créés. Intéressant. Mais bon, on peut tout à fait avoir de l'empathie pour des personnages de fiction qui n'existent pas. Donc intéressant, mais c'est pas suffisant pour prouver quoi que ce soit. Alors prenons un peu de hauteur. Perché sur un caillou dans le ciel, il y a le manoir suspendu, la demeure de Cléa. C'est une des zones les plus inaccessibles et les plus difficiles du jeu. Donc dites-vous qu'en pourcentage, il n'y a pas énormément de joueurs qui sont allés jusque-là. Ça veut dire que ça serait un très bon endroit pour cacher des informations capitales sur l'univers du jeu. Alors, le boss de cette zone, c'est la Cléapinte, la sœur de ce Verso. Et dans cette zone, comme dans beaucoup d'autres, on peut discuter avec un fragment d'âme du petit Verso. Sauf que cette fois, contrairement à d'habitude, il est sacrément bavard. Notamment après qu'on ait libéré la Cléapinte. Peinture ou pas, elle avait des sentiments. Et une âme. Tiens. Ça c'est intéressant. Bon, on va pas partir sur la définition de ce qu'est une âme, sinon on n'est pas rendu. Mais je pense qu'on comprend tous l'idée. Pour le petit Verso, la Cléapinte est aussi réelle qu'un être humain en dehors du tableau. Et si vous étiez pas encore convaincu, eh ben il le dit noir sur blanc. Ou plutôt, blanc sur noir. Donc voilà. Pour Verso, créateur de l'œuvre, les habitants du tableau sont réels. Et comme dit Guillaume... À croire que le rapport de l'artiste à son œuvre est important dans le contexte de la fin du jeu. Donc ça y est, maintenant on peut affirmer que les habitants du tableau sont à 100% réels. Non. Ah ! Parce qu'en fait, on a oublié quelqu'un. Notre petite ombre s'est réveillée. Il se trouve que Cléa a aussi participé à la création du tableau, presque autant que Verso. En tout cas, c'est ce qu'elle prétend. Et elle n'a pas du tout la même vision que lui sur les habitants du tableau. C'est même le contraire. Pour elle, ils ne sont pas vraiment réels. Et donc, elle se permet de les mépriser, de les manipuler, de les torturer, et même de les abandonner. Et ça se fait pas. Donc on a deux artistes qui ont des visions radicalement différentes de l'œuvre qu'ils ont créée. Du coup, on n'est pas beaucoup plus avancé. À moins que ce soit ça, justement, le secret. Cléa et Verso ont chacun leur vision, leur propre interprétation de l'œuvre. C'est peut-être ça qu'il voulait dire, notre cher Guillaume. Si pour Verso, les habitants du tableau sont réels, alors ça veut dire qu'ils sont réels. Pour lui. Et d'ailleurs, elle dit quoi, Maëlle, déjà ? Elle n'est pas imaginaire. Tu ne l'es pas. Pour moi. Tiens, c'est marrant ça, d'avoir rajouté « pour moi » à la fin du dialogue. Ça peut pas être un hasard, ce petit « pour moi ». Il est là pour nous faire comprendre que l'important, c'est pas une vérité qui serait absolue. Non, c'est la perception subjective qu'on a de la réalité. C'est l'interprétation que chacun se fait de l'œuvre. D'ailleurs, cette importance du ressenti personnel, on la retrouve dans les paroles de la musique qui accompagne le duel final. Donc en fait, la vraie question que nous pose Clair Obscur, c'est pas est-ce que les personnages sont réels, mais plutôt est-ce qu'ils sont réels pour toi. Le jeu nous a mis sous les yeux tous les éléments nécessaires, et c'est à nous d'en faire notre propre interprétation. C'est pour ça que Guillaume ne donnera jamais l'interprétation de son œuvre. Il veut pas influencer celle des joueurs. Lâche. Lâche. C'est quand même une démarche vachement intéressante, de mettre en avant l'importance de la subjectivité, plutôt que d'imposer une réponse prémâchée. Ça force le joueur à s'impliquer personnellement, à réfléchir à sa propre vision de l'œuvre. En fait, c'est un peu comme si on essayait d'analyser un tableau. Bon, la subjectivité, la libre interprétation, tout ça c'est bien sympa. Mais je suis quand même obligé de remarquer que narrativement, le jeu est beaucoup plus intéressant si on considère les personnages du tableau comme étant réels. Tout simplement parce que ça donne beaucoup plus de poids à ce qui leur arrive, à ce qu'ils ressentent. Rien à foutre. Par exemple, la fin de Verso est 100 fois moins impactante si on considère que les gens du tableau ne sont pas réels. Ok, t'as supprimé ta sauvegarde de Pokémon, tu peux aller de l'avant, bravo. C'est pas hyper impactant. Alors que si t'as annihilé un peuple entier pour sauver ta famille, là on parle. Même thématiquement, le jeu est beaucoup plus intéressant si on considère que les peintres sont littéralement capables de créer des vies, parce que ça pose énormément de questions éthiques et philosophiques. Donc, comme les scénaristes du jeu veulent écrire la meilleure histoire possible, je suppose que dans leur vision des choses, les habitants du tableau sont réels. Mais je peux pas le prouver. À moins que... Dans ma tête, j'étais en mode, oui certes, mais maintenant ces créations, elles existent. Elles sont là, elles ont une âme, elles existent, ce sont des gens qui sont... Je ne donnerai jamais l'interprétation de notre œuvre. Jamais...
Bon, même si on part du principe que les personnages du tableau sont réels, fondamentalement, ça change pas l'équation du dilemme final. Parce qu'à ce moment-là, la quasi-totalité des habitants de Lumière sont déjà morts. Ils ont été gommés par Renoir. Donc choisir Verso et détruire le tableau, ça veut pas dire éradiquer les habitants de Lumière, ça veut dire empêcher Maël de les ramener. Et ça, d'un point de vue éthique, c'est pas vraiment pareil. Par contre, ça veut quand même dire détruire un monde entier et la totalité des individus qui le peuplent. Parce que oui, y a pas que Lumière dans ce monde. Aussi, on pourrait se demander si les gens que Maël ramène sont bel et bien les mêmes que ceux qui ont disparu. Parce que si ça se trouve, elle a juste créé des copies. Sauf que, on apprend quelques trucs intéressants dans le journal de Verso, notamment qu'il a tué Julie, la femme qu'il aimait. De 1 parce qu'il avait pas trop le choix, elle pensait que c'était un traître, et de 2 parce qu'il savait que sa mère, la peintresse, pourrait la ramener à la vie. Elle te ramènera. Ce n'est pas pour toujours. Je te le promets. En fait si, c'était pour toujours. Encore une promesse non tenue pour notre ami Verso. Tu m'étonnes qu'il ait envie de disparaître celui-là. En tout cas, on peut en déduire que dans ce tableau, on ne meurt jamais vraiment. Même si quelqu'un est désintégré à l'état de chroma, un peintre pourra toujours le reformer à partir de cette même chroma, du moment qu'il connaît l'essence de cette personne. Et donc je pense pas que Maël ait créé une copie de Gustave et Sophie. Je pense qu'elle les a vraiment ramenés. Par contre, le reste de la population de Lumière, là je suis moins sûr. Je dis ça parce que dans l'épilogue, ils sont toujours montrés de dos, comme des silhouettes indistinctes. On voit jamais leur visage. Et ça a rien à voir avec la façon dont les habitants de Lumière étaient montrés depuis le début du jeu. Donc ouais, j'ai un gros doute à ce niveau-là. En fait, c'est ça, le truc vraiment dérangeant avec la fin de Maël. Il y a trop d'inconnus, trop de questions laissées sans réponse. Et du coup, on est obligé d'envisager les possibilités les plus malsaines. Alors qu'en face, la fin de Verso est beaucoup plus simple. Tout le monde est mort. Et on peut passer à autre chose. C'est horrible, oui, mais au moins c'est simple. Ça pose pas 50 questions. Enfin si, ça pose quand même quelques questions, mais bon, elles sont mieux cachées quoi, et moins dérangeantes. En tout cas, ça donne une conclusion bien plus facile à appréhender. Mais est-ce que ça veut forcément dire que c'est une fin meilleure ? Non. Parce qu'on parle quand même de sacrifier des milliers d'êtres conscients, d'éradiquer des peuples entiers, avec leur culture, leur histoire, leur potentiel futur, et aussi Esquier, le GOAT. Tout ça pour qu'un immortel puisse enfin mourir, et pour sauver, quoi, 2-3 personnes ? Et en plus, pour les sauver de problèmes qu'ils se sont créés eux-mêmes, juste parce qu'ils sont pas foutus de communiquer et de lâcher prise. Alors oui, c'est triste qu'ils n'arrivent pas à gérer la perte de Verso, mais ça devrait être leur problème. Pourquoi on devrait faire payer ça fois 1000 à des êtres innocents, qui ont rien demandé à personne ? Où est la justice là-dedans ? Bon voilà, je crois qu'on a un peu fait le tour des différents éléments. Donc maintenant, il est l'heure de rendre le verdict. Qui, entre Maël et Verso, a vraiment raison ? Aucun des deux. Ou les deux à la fois. Vous l'aurez compris, dans Clair Obscur Expédition 33, il n'y a pas de bonne et de mauvaise fin. Et c'est pas moi qui le dis. Part of what we wanted to do in the story is really be able to show both perspectives, so that at the end, you're not sure who's right. They both have a point, and that's the problem, is they both have a point. It's not that one is wrong or one is right. You have some pros and cons in both. On s'est fait avoir parce qu'on est trop habitué à ce que dans les jeux vidéo, il y ait la bonne et la mauvaise fin. Du coup, on a naturellement voulu appliquer aux fins de Clair Obscur les schémas qu'on connaît par cœur. Sauf que cette fois, c'est différent. Bon ok, c'est cool, c'est original et tout. Mais alors du coup, petite question un peu naïve, si les deux fins se valent vraiment, pourquoi la fin de Verso est montrée de façon aussi positive et la fin de Maël de façon si négative ? C'est pas logique. Quand j'ai pris la fin Maël, j'ai eu le sentiment que le jeu essayait de me faire ressentir que la fin Maël était mauvaise, alors que j'ai trouvé qu'elle était au contraire meilleure. Voilà. Hein ouais, bah voilà. Est-ce que c'est un mal ? Bah non, mais j'ai dit ce que j'avais à dire, voilà. Ok, donc il y a une bonne raison à ça. Ok, petite théorie. Et si la fin de Maël était montrée de façon plutôt négative, justement parce qu'au premier abord, elle paraît meilleure ? Bah ouais, on a sauvé Lumière, on a atteint l'objectif qui nous avait été donné depuis le début du jeu. Si l'épilogue n'avait pas eu ce côté horrifique, on serait sur un pur happy ending. Et nous, en tant que joueurs, on serait heureux de cette fin. Mais on ne s'interrogerait pas, on ne réfléchirait pas du tout aux conséquences négatives que peut avoir notre choix. Et ça plairait pas du tout aux petits coquins qui ont créé ce jeu. C'est pour ça que, par la réalisation, ils font ressortir les conséquences négatives de notre choix, pour contrebalancer les conséquences positives, qui elles sont évidentes. Et à l'inverse, la fin de Verso est montrée de façon positive par la réal, justement pour contrebalancer le fait qu'on vient d'annihiler un monde entier. Si cet épilogue avait été aussi sombre que l'autre, avec par exemple Maël qui se jette du toit,
et ben cette fin aurait juste été horrible, bien pire que l'autre. Donc je pense que les épilogues cherchent par la réal à contrebalancer les implications évidentes de chaque fin. Ils n'ont pas été pensés pour nous féliciter ou nous punir, comme si on était des enfants. Non, ils ont été pensés pour nous faire réfléchir à nos choix. Et surtout, pour qu'on puisse se faire notre propre interprétation. Une volonté de base qu'on avait dans le script, c'était de toute façon que de ne pas délivrer de messages clairs. Ouais. C'était justement, enfin, pour moi, les œuvres qui restent et qui marquent dans le temps et qui déchaînent les passions. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir, en vrai, que tu t'énerves, c'est plaisant. Et que tout le monde. Je parle fort. Oui, oui. mais que du coup, il y a vraiment ce truc de. Ouais, les fins poussent à la réflexion. Et donc, ce dilemme final, c'est pas un test pour savoir si on a bien compris le message du jeu sur le deuil. C'est tout simplement un dilemme cornélien. Et un dilemme cornélien qui incarne parfaitement le principal message de Clair Obscur Expédition 33. À la base, un dilemme cornélien, ça vient des pièces de théâtre de Corneille. C'est une situation dans laquelle un personnage doit choisir entre deux valeurs majeures, comme l'amour ou l'honneur. Et dans ce genre de dilemme, il n'y a pas de bonne solution, et les conséquences sont toujours tragiques. Le truc, c'est que dans Clair Obscur, le dilemme cornélien, il est boosté aux hormones. So complicated, there are so many layers of good and bad in both endings. On est donc sur un dilemme multiple, avec plusieurs niveaux de lecture. Et du coup, c'est pas évident de se positionner, de faire pencher la balance plutôt d'un côté que de l'autre. Ça donne l'impression d'être devant un véritable casse-tête philosophique. It's an impossible choice, basically. La deuxième chose qui rend ce dilemme super impactant, c'est que Clair Obscur est un jeu vidéo. Vraiment? Et oui, quand on est au théâtre ou au cinéma, on voit le personnage principal être confronté au dilemme. Est-ce que le héros doit choisir l'honneur et venger son père en tuant le père de celle qu'il aime, ou bien au contraire, il doit choisir l'amour et renoncer à sa vengeance? Il choisit l'honneur. Vous avez offensé mon père. L'affront doit être réparé. En tant que spectateur, on assiste à son déchirement moral. On a de l'empathie pour le héros. Mais dans Clair Obscur, aucun personnage n'est soumis à un dilemme cornélien. Maël et Verso, ils sont chacun sûrs de leur position. Le seul pimpin qui est soumis à un dilemme, c'est le joueur. Et donc c'est nous qui subissons directement le déchirement moral provoqué par le dilemme. Parce qu'à ce moment-là, si je choisis Maël, c'est pas Maël qui va forcer Verso à vivre une vie dont il ne veut pas. C'est moi. Et inversement, si je choisis Verso, c'est pas Verso qui va annihiler un monde entier. C'est toujours moi. C'est moi qui vais porter toute la culpabilité de mon choix. Et ça, c'est possible seulement dans un jeu vidéo. Alors je sais que certains joueurs ont trouvé ce dilemme trop extrême, et ont regretté qu'il n'y ait pas une troisième solution, comme c'était annoncé dans la lettre d'Alicia. Mais peut-être trouveras-tu un autre moyen. Toi qui as vécu parmi nous. Mais justement, c'est le principe. Oui, il y aurait pu avoir une troisième solution. Elle était à portée de main. Mais les personnages sont trop brisés. Ils n'arrivent pas à se faire confiance. Et donc, ils sont incapables de la trouver, cette troisième solution. Et c'est ce qui fait de cette histoire une tragédie. Et une très bonne tragédie d'ailleurs. Les deux possibilités qui s'offrent à nous sont volontairement extrêmes et imparfaites. C'est le principe même d'un dilemme de ce genre. S'il y avait une troisième option, quasiment idéale, eh ben ça annulerait tout l'intérêt du truc, même si elle est super bien cachée. Donc si vous trouvez que le choix est difficile et frustrant, bah c'est normal, il est fait pour l'être. C'est tellement exactement ce qu'on voulait, que les gens se posent ces questions, qu'ils soient frustrés de ça, et c'est le signe que la fin a marché, quoi. Par contre, si vous trouvez que le choix est évident, ça veut peut-être dire que vous êtes passé à côté d'un des aspects du jeu, et donc du dilemme. C'est pour ça que, de mon point de vue, décréter que les gens du tableau ne sont pas réels, et donc que leur vie n'a pas vraiment de valeur, bah c'est un petit peu comme fuir le dilemme. Lâche. D'ailleurs, comme le dit Alan... Moi j'ai pas tout à fait réel en fait. Il n'y aurait pas eu de débat s'ils étaient pas... Pas réel. Donc, on a ce super dilemme cornélien qui mène à deux fins qui ne sont ni bonnes ni mauvaises. Ok, ça c'est la théorie. Mais là où ça devient hyper intéressant, c'est que, dans la pratique, on a tous une fin qu'on considère meilleure que l'autre, ou moins pire, selon le point de vue. On a tous notre bonne fin et notre mauvaise fin. The player can decide for themselves what is the right ending based upon their own perspective. Comme le dit Jennifer, tout dépend de la façon dont on voit les choses. Par exemple, un ancien addict aura beaucoup de mal à laisser Maël sombrer dans le tableau, alors qu'un joueur de MMO, qui a passé avec plaisir une partie de sa vie dans des mondes fictifs, acceptera beaucoup mieux l'idée qu'elle reste y vivre. Un père de famille s'identifiera plutôt à Renoir, qui veut sauver sa fille, et donc aura tendance à choisir Verso, alors que quelqu'un qui a une vision purement utilitariste voudra sauver le plus grand nombre, et donc choisira Maël. En fait, devant nous, on a tous le même dilemme, avec les mêmes enjeux, mais pourtant, on y voit tous quelque chose de différent. Parce que quand on interprète une œuvre, on s'y projette. On regarde forcément l'œuvre à travers un prisme.
le prisme de nos valeurs, de notre culture, de notre vécu, de nos références, de notre état émotionnel du moment, etc. Donc notre interprétation, elle est énormément influencée par la personne qu'on est. Et le truc incroyable avec ce dilemme, c'est qu'il t'aide à comprendre qui est cette personne. Parce qu'en fait, ce qu'il te demande vraiment à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Et là, il se passe deux choses. D'abord, il y a ton interprétation de l'œuvre qui te donne les paramètres du dilemme, des paramètres personnalisés en quelque sorte. Et puis ensuite, il y a toi qui dois donner une réponse à ce dilemme. Sauf qu'on sait jamais trop qui on est exactement. On en a une idée globale, mais c'est compliqué à définir précisément. Par exemple, on sait jamais vraiment comment on réagirait dans telle situation catastrophique. Cours ! Mais quand tu dois faire un choix moral, même si c'est dans un jeu vidéo qui n'a aucune incidence sur le reste de ta vie, pendant un bref moment, ça te force à conscientiser qui tu es. Et l'exercice n'a pas la même difficulté pour tout le monde. And for some people, it'll be very clear. For other people, I've gotten messages from some fans who told me they agonized for hours. Donc c'est pas étonnant que les joueurs de Clair Obscur débattent de leur choix avec autant de passion. Ils défendent pas juste la fin qu'ils ont eue dans un jeu vidéo. Non, ils défendent leur vision des choses. Ils défendent une part d'eux-mêmes. À l'image d'une œuvre d'art, Clair Obscur a été pensé pour que chacun ait sa propre interprétation. Et donc, si quelqu'un n'a pas fait le même choix que vous, écoutez-le, ça peut être hyper enrichissant. Plutôt que lui dire « t'as rien compris au jeu !» C'est marrant parce que dire ça, c'est justement la preuve que toi, t'as rien compris au jeu. Mais bon, heureusement, la plupart des joueurs ont quand même bien saisi l'essence du jeu. À savoir, quand on parle d'art, y a pas de vérité absolue, pas de bonne façon de voir les choses. Chacun peut s'approprier une œuvre et la repeindre avec son interprétation. À l'image des personnages du jeu, qui tiennent sincèrement les uns aux autres, il n'y a pas de bien et de mal. Rien n'est tout blanc ou tout noir. Tout est une question de perspective, de contraste et de nuance. En d'autres termes, tout est un mélange de clair-obscur. Ah, et avec tout ça, je vous ai même pas dit ce que moi j'ai choisi. Alors vous me connaissez, j'ai même pas eu besoin de réfléchir. Pour moi, c'était une évidence. J'ai choisi... Esquier! The game of the year is... Mon ami Clair Obscur, Expédition 33! C'est juste... c'est les émotions, en fait. In games, a story is a shared creation. We create that experience together. Our team with our players. Thank you so much. And finally, just a massive thank you to the players for all your covers, your fan art, your endless arguing about which ending is the good one. That's wonderful to read. You changed our lives, you changed the studio's life, and it's really wonderful. So thank you, and for those who come after.